Bonsoir. Je suis très contente d'être là ici ce soir avec vous et de vous voir aussi nombreux malgré le temps, parce que pour nous chercheurs, comme le disait Marie-Odile Mouchikour tout à l'heure, c'est très important de partager notre passion. Alors tout d'abord, je ne suis pas chimiste non plus, je ne suis pas biologiste et je ne suis pas géologue. Par contre, je suis planétologue et ça signifie que je fais des recherches dans le système solaire comme tout le monde, pour essayer de comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'on peut trouver ce qu'on appelle des conditions d'habitabilité. Vous savez ce que c'est, ça? C'est en gros chercher la vie, mais sans avoir vraiment besoin de la trouver. Je cherche les conditions qui nous permettraient de trouver la vie, où la vie pourrait apparaître et survivre. Et quelles sont ces conditions? C'est les mêmes conditions que font que vous, ce soir, ici, vous êtes vivant. Bon, en gros, de quoi vous avez besoin? Vous avez tous une petite bouteille d'eau avec vous, voilà. Hein? Et puis vous avez besoin de manger. Comme disait tout à l'heure Hervé, il y a les macromolécules dans l'univers. Vous ne le savez pas, mais vous mangez des macromolécules. Hein? C'est ce que vous trouvez dans vos nutriments. Vous avez aussi besoin d'énergie. Sur Terre, on a le Soleil qui est tout près. Et c'est pour ça, en fait, tout le monde, jusqu'à présent, vous parlez des conditions d'habitabilité en se focalisant essentiellement sur les objets qui sont tout près du Soleil. Alors, ce que je vous montre là, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Vous voyez cette zone un petit peu bleue ici? Cette zone, elle est extrêmement importante. Ce que vous avez ici, c'est différents types d'étoiles. Ici, c'est notre Soleil. Vous avez notre système solaire. Et la zone d'habitabilité, c'est où est-ce qu'on trouve de l'eau liquide. C'est la première chose qu'on cherche. Et l'eau liquide, jusqu'à présent, on regarde toujours de la trouver sur la surface. Et, c'est super, qui se trouve au beau milieu de la zone d'habitabilité? En fait, notre planète, on est bien placé, on s'est formé au bon moment, tout ça s'est venu ensemble pour que vous soyez là ce soir. Hein. Vous avez de la chance, parce que si vous étiez là ou là, Kelly, je suis désolée, tu peux trouver quelques gouttes d'eau par-ci par-là, mais ça ne suffirait pas pour tous ces gens, pour commencer. Alors moi, je vais vous amener un peu plus loin, je vais vous amener dans le système solaire externe, ici, autour des planètes géantes. Les fameuses planètes géantes ont des satellites. Et avec le temps, on a découvert que chercher de l'eau liquide uniquement à la surface, c'était peut-être pas optimal pour ce qu'on cherche à comprendre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il peut y avoir de l'eau sous les surfaces de certains objets qu'on a étudiés récemment avec des belles missions spatiales. Par exemple, moi, j'ai travaillé, quand j'étais jeune, sur les données voyageurs. Vous savez, les données voyageurs, ces fameux robots qu'on a expédiés dans les années 70, eh bien, ils sont passés à côté des planètes géantes et ils nous ont fait découvrir ces mondes. Mais ce n'est pas les planètes qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, parce que les planètes, c'est des grands objets gazeux qui finalement n'ont pas un grand intérêt pour l'habitabilité. Ce qui m'intéresse, c'est leurs satellites. Et leurs satellites, c'est les objets que vous voyez ici. Particulièrement, certains parmi ces satellites-là ont ces petites zones bleues que vous voyez ici sur Ganymède, sur Europe et Callisto, autour de Jupiter, qui ont été découvertes par Galiléo, soupçonnées du moins. Et Galiléo, c'est une mission spatiale. Et sur Titan et Encelade, autour de Saturne. Et ça nous a été révélé par la mission Cassini-Huygens. Et ces zones bleues, c'est en fait des océans d'eau liquide cachés sous la surface de ces objets. Vous avez en fait des habitats profonds. Dans le cas de Jupiter, c'est tellement important cette découverte qu'on va envoyer une mission spatiale qui a le joli nom de Jupiter Icy Moons Explorer, JUICE pour les amis, et qui va partir en 2022, arriver 2030. Donc déjà, vous avez un premier rendez-vous, 2030, tout le monde devant ses écrans pour voir cette mission spatiale. Et son objectif, c'est d'étudier les conditions d'habitabilité autour de ces planètes géantes, parce que ça a une application aussi pour les exoplanètes, les autres mondes que nous avons découverts en dehors de notre système solaire. Vous allez apprendre plus par la suite. Mais moi, j'ai travaillé surtout sur la mission Cassini-Huygens. La mission Cassini-Huygens, c'est une fabuleuse mission à laquelle on a commencé à réfléchir il y a 20 ans. On l'a construite, on l'a lancée depuis la Terre, on a fait plusieurs survols. On l'a lancé en 1997, on a fait plusieurs survols de Vénus et de la Terre pour acquérir l'énergie nécessaire pour pousser cet énorme vaisseau spatial et toute sa charge utile que vous voyez ici. 12 instruments à bord
du satellite, 6 instruments à bord de Huygens pour l'envoyer jusqu'à Saturne, où on est arrivé en 2004. Et là, waouh, des découvertes fabuleuses. On n'a eu que des surprises, on est allé de surprise en surprise, surtout pour ce monde qui est Encelade, sur lequel nous voyons des panaches, des geysers en fait, qui s'éjectent dans l'espace depuis le pôle sud. Ce pôle sud qui est marqué par ces espèces de canyons bleus, des griffes du tigre, on les appelle, que vous voyez ici. Mais l'autre objet extraordinaire, c'est Titan. Alors Titan, c'est mon objet favori, donc je suis très biaisée, mais enfin quand même. Regardons de près. Vous avez une atmosphère où vous respirez ce que vous respirez là majoritairement en ce moment. Qu'est-ce que vous respirez là en ce moment? Non, pas l'oxygène. 80% vous respirez de l'azote. Et là, il y a 95% d'azote. Vous avez aussi une chimie organique. Vous vous rappelez, je vous ai dit que vous auriez besoin de manger à un moment ou à un autre. Des macromolécules, chimie organique. Et au niveau de la surface, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des rivières, vous avez des lacs, vous avez des dunes, vous avez même des volcans pour vous donner l'énergie nécessaire. Et tout ça, c'est fabriqué avec du méthane. Vous êtes sur un monde où, à la place de l'eau, vous avez du méthane. À la place de l'oxygène, vous avez du méthane. Pas de problème pour le fioul. Une petite bouteille d'eau, ça coûte très cher. Vous êtes sur un monde où une saison dure 7 ans et demi. Certes. Et une journée, 16 jours. Réfléchissez bien. Parce que pour tous ceux parmi vous qui pensent que 24 heures, ça ne suffit pas, alors là, 8 jours de jour, 8 jours de nuit, il faut bien réfléchir pour savoir où est-ce qu'on va aller. Moi, je vends des terrains sur Titan. C'est vraiment l'avenir, franchement, réfléchissez bien. Et puis, j'ai fait un bon prix pour ce soir. Spécialement, regardez le paysage. Vous avez la sonde Huygens, là, qui atterrit. Vous avez le parachute qui tombe à côté. C'est un lac asséché sur lequel on a des cailloux de glace. C'est tout ce que vous voyez, les petites choses blanches. Et on a réussi, effectivement, comme disait Brigitte tout à l'heure, à se poser sur cet objet 10 unités astronomiques, 10 fois plus loin du Soleil que notre Terre. Il fait très froid, il fait très sombre. Mais c'est très prometteur pour l'avenir. Dans 4,5 milliards d'années, vous allez venir me trouver et vous allez me dire « Pourquoi tu ne nous as pas expliqué que c'est là-bas qu'il fallait aller ?» Eh bien si, c'est là-bas qu'il faut aller. Alors comme je vous le disais, moi j'ai travaillé sur la mission Cassini. C'est un engin magnifique, ça nous a appris plein de choses et en même temps ça nous a posé plein de questions. C'est la mission que vous voyez ici. Cette mission, ça fait 13 ans maintenant qu'elle nous donne des résultats magnifiques sur le système de Saturne, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur notre propre système solaire. Moi, j'étais là dès le départ, j'ai travaillé sur 3 des instruments à bord de cette mission spatiale. J'ai suivi Huygens quand il s'est posé sur le sol de Titan. J'ai pleuré. C'était magnifique. On a eu l'angoisse pendant 7 ans et demi. Est-ce qu'elle va arriver? Est-ce qu'elle ne va pas arriver? Elle est arrivée. Et là, on est dans le grand final. Dans une semaine, le 15 septembre, ce fabuleux lancement à Cap Canaveral où j'ai été aussi. Oui, j'ai pleuré aussi. Pourquoi? Ça vous pose un problème? Oui, on pleure au mariage, on pleure aux enterrements, on pleure aussi au lancement. Et cette mission très extraordinaire nous a appris, comme je vous le disais, plein de choses. Les anneaux, des images magnifiques que vous pouvez voir sur les satellites, sur Titan par exemple, que vous avez vu tout à l'heure aussi, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la surface, très prometteur, avec cet atterrissage magnifique du point de vue technologique et qui nous a appris tellement de choses. Là, c'est Japet, vous pouvez survoler autour de Japet. Cette mission, c'est vraiment le rêve d'un astronome. On a pu découvrir les panaches d'Encelade, on a pu découvrir l'atmosphère de Titan et sa surface. Là, c'est un survol qu'on a fait à travers Encelade en 2015, en passant dans les plumes, qui nous ont montré que sur Encelade aussi, il y a des chimies organiques, il y a des sources d'énergie, et vous avez de l'eau liquide sous la surface. Et maintenant, cette mission-là, elle va faire son dernier plongeon. Nous sommes en train de faire différentes orbites entre la planète et les anneaux. Nous allons plonger dans Saturne. Personne ne pouvait imaginer un meilleur final pour cette mission. Cette mission, elle va plonger dans Saturne, elle va garder son antenne pointée vers la Terre pour nous envoyer ces dernières années jusqu'au bout.
Et bien sûr, oui, c'est très émouvant, j'ai travaillé sur les données voyageurs, un survol de Titan, 10 ans plus tard, nous avons 130 survols de Titan avec la mission Cassini. 3 générations d'astronomes, j'espère qu'ils sont dans la salle. Merci beaucoup.